Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bonjour et bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Aujourd'hui, mon invité, Dr Vanessa Picard-Fortin, gynécologue obstétricienne au CHU de Québec, Université Laval. Vanessa est également avocate. Je discute avec Vanessa de la fermeture au 30 mars 2026 du Centre d'obstétrique et de gynécologie de la Cité, qui est à Limoilou, et dont la mission est de desservir une clientèle locale, en partie défavorisée, et pour qui la mobilisation dans un autre centre de la région de Québec s'avérerait difficile. Je revois donc avec Vanessa les raisons de cette fermeture, l'absence de solution à court terme et l'impact donc sur l'offre en suivi de grossesse à Québec. J'espère que cet épisode va vous sensibiliser à un enjeu qui est urgent et qui touchera environ 1500 à 1600 femmes par année à Québec. Bonne écoute. Vanessa, bon matin. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci, toi. Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Les événements se précipitent. On dirait que c'est la tempête parfaite. Là. La chose dont on va discuter n'a pas de lien direct avec la crise qu'on vit dans le réseau, mais vient quand même, tu sauras me le dire, illustrer les lacunes ou les déficiences du réseau. Donc, finalement... ça vient, si on veut, s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc, merci beaucoup là, de prendre le temps ce matin. D'abord, donc toi, tu es obstétricienne gynécologue au CHU de Québec ici, donc on est des collègues. Puis, également avocate. Ah oui, dans mes temps libres. Okay. J'en ai pas beaucoup, contrairement à ce que pense le ministre du pays. Ce qui probablement doit t'aider à comprendre... des choses que l'on vit dans le moment dans le réseau. Là. On est ici pour parler finalement de la fermeture annoncée là, du Centre d'obstétrique et de gynécologie de la Cité, si je le nomme bien, là, qui est annoncé pour le printemps 2026. Oui. Mais avec une annonce qui a des répercussions immédiates puisque vous avez cessé de prendre en charge des nouveaux suivis depuis déjà quelques semaines. Le 1er octobre. 1er octobre, c'est ça. Donc, avant de parler vraiment de la fermeture du centre, là, peut-être pour les gens qui nous... les auditeurs, peut-être des jeunes femmes ou autres, là, un suivi normal d'obstétrique, d'abord, qu'est-ce que ça implique là, en termes de visite, puis de lourdeur, je dirais pas de lourdeur pour le système, mais comme de charge, disons, pour une patiente qui sera en parfaite santé puis qui a une grossesse normale, disons. Une grossesse normale, on va parler, on commence la prise en charge habituellement vers 10 semaines de grossesse, puis on l'accompagne naturellement jusqu'à l'accouchement avec un rendez-vous quelques mois après l'accouchement. Fait qu'on parle en moyenne d'à peu près 13 rendez-vous sur une période de 6 à 7 mois. Là. Au début, les rendez-vous sont plus espacés aux 6 semaines, puis au fur et à mesure que la grossesse progresse, on se rapproche aux 4 semaines, aux 2 semaines, puis en fin de grossesse, on voit les patientes une fois par semaine jusqu'à l'accouchement. Est-ce que toutes ces visites-là vont être faites par
un médecin ou il peut y avoir des infirmières ou comment ça fonctionne? Il peut y avoir des infirmières, il y a des IPSPL qui sont spécialisées, qui font des suivis de grossesse en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup, puis les finissantes, on a vu, ils semblent elles aussi avoir de la misère à se faire embaucher. Oui. Mais puis, historiquement, un médecin va faire tous les rendez-vous lui-même. Là. De plus en plus, on a des IPS qui font des suivis complets. Des fois, ils vont nous transférer les patientes vers 35 semaines pour qu'on prenne en charge vraiment la fin. Donc, le bout, on voit les patientes à toutes les semaines. Nous, en ce moment, on a un projet pilote à la clinique qui avait été financé par Feu l'IPAM là, pour faire un suivi conjoint avec des infirmières, justement, où elles voyaient la patiente environ un rendez-vous sur 2, un petit peu plus, pour nous dégager du temps pour qu'on puisse voir plus de patientes en attendant une consultation en gynécologie. Parce que la situation en gynécologie est aussi catastrophique à Québec. Là. Fait que ce projet-là, ça fonctionnait excessivement bien. On a des bonnes infirmières super gentilles que nos patientes apprécient beaucoup, puis qui nous ont permis d'augmenter jusqu'à 35% nos nombres de consultations en gynécologie. Fait que c'était super. Mais naturellement, dans le contexte, ce projet-là termine au 31 décembre. Et ces visites-là, disons, consistent en quoi? Une visite normale, encore une fois? Une première visite de grossesse, c'est plus long parce qu'on fait l'histoire de la patiente, ses antécédents, quelques antécédents familiaux, l'histoire du conjoint aussi pour aller chercher les facteurs de risque pour la grossesse ou si on a des examens plus particuliers à demander, des fois des analyses génétiques, des fois des échographies plus précoces, des choses comme ça. Fait que cette première visite-là est un petit peu plus longue. Puis après ça, à chaque visite, naturellement, on fait le suivi des résultats. Pendant la grossesse, il y a des prises de sang, il y a des échographies, on voit le développement, on accompagne la femme aussi. C'est pas une période facile. On a souvent parlé des dépressions postpartum, mais même en grossesse, là, c'est une période qui est difficile. On essaye aussi de leur faire de l'enseignement sur justement comment l'accouchement va se passer, la gestion de la douleur, répondre à la question sur l'allaitement, la vaccination. Donc, il y a aussi beaucoup d'enseignement qui se fait au cours de la grossesse. Puis, c'est sûr que les derniers rendez-vous en fin de grossesse, quand on les voit toutes les semaines, c'est plutôt entre guillemets, rapide. Là, on s'assure que la pression est normale pour dépister les maladies comme la prééclampsie, par exemple. On peut faire des examens vaginaux pour voir la patiente si elle est dilatée, si elle veut un décollement des membranes, des choses comme ça. Okay. Puis dans la région de Québec, disons, le volume obstétrical global, on parle de combien d'accouchements par année là, pour la grande région de Québec? Puis, c'est réparti comment entre vous, les médecins de famille, les sages-femmes? Et que dans la région de Québec, on fait à peu près 7500 entre le CHUL et Saint-François d'accouchement. Il y en a plutôt 4000 au CHUL puis plutôt 3500 à Saint-François. Là. Mais c'est des bases communicales. Là. Année après année, ça varie. Là. Nous, à Saint-François, on suit environ 1500 à 1800, dépendamment des années, des grossesses. Fait qu'on suit les grossesses puis on accouche ces patientes-là après. On a des données provinciales. Là, de façon générale, les gynécologues suivent et accouchent 63% des patientes environ là, de tout le Québec. Puis je dirais que c'est probablement l'équivalent pour nous de notre côté. Puis du côté des sages-femmes, le volume, est-ce que c'est important ou c'est marginal? Ou... Les données du ministère démontrent qu'une sage-femme fait en moyenne 11 accouchements par année. Okay. Un médecin de famille, 49, puis un obstétricien gynécologue, 119. Donc, on n'est vraiment pas dans les mêmes genres de débits et de prise en charge. Puis, je pense que l'un des enjeux que je crois saisir avec la fermeture de votre clinique, c'est vraiment la clientèle desservie, là, qui est peut-être une clientèle un peu plus vulnérable, moins mobilisable, puis tu vas peut-être nous en parler, parce que parmi les options présentées, il y en avait une qui me semblait un peu, je dirais pas loufoque, mais moins accessible, disons, pour, j'imagine, une bonne proportion de votre clientèle. Donc, Effectivement, mais dans le fond, c'est sûr qu'on a de la clientèle, je vais dire normale ou habituelle, mais on dessert aussi. Puis c'est pour ça, historiquement, quand la clinique a été déménagée, elle a été déménagée par l'agence quand ils ont construit le CME parce qu'on était à Place de la Cité. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ils voulaient pas que tout le monde soit concentré au même endroit. Puis ils voulaient favoriser une présence en basse ville, près de Saint-François, justement, où il y a quand même une bonne population de gens défavorisés, de réfugiés, plus maintenant, là, d'immigrants. Donc, ils cherchaient un endroit qui est accessible par le transport en commun facilement ou avec des stationnements gratuits parce qu'avec cette fréquence-là de visite, on comprend que pour un suivi de grossesse, un stationnement, ça peut finir par coûter cher à toutes les semaines.
Donc, c'est pour ça que cet endroit-là avait été choisi, cette clientèle-là n'ayant pas nécessairement accès facilement. Puis ceux qui se déplacent en transport en commun, là, ben, au moins, on est dans un endroit plat qui est stable, qui est déneigé en tout temps parce que c'est un centre d'achat. Là. Fait que, qui me semble beaucoup plus approprié quand même que justement dans les solutions qui ont été proposées, le Cerceau, là, qui est un bâtiment juste en face de l'Hôtel-Dieu de Québec, dans le Vieux-Québec, où on m'a dit, moi, mais le transport en commun passe là. Il y a 2 autobus qui passent là, les autres passent à Place Douville. Fait qu'on parle de 500 mètres à franchir pour une femme enceinte avec des fois 30 kilos de plus de bédaine sur du pavé. Hein. Les trottoirs dans le Vieux-Québec sont en pavé, fait que c'est excessivement glissant sur un terrain dénivelé puis qui n'est pas toujours bien déneigé. On leur a souligné justement le côté un peu farfelu de cette solution. Mais ça reste, malgré nos interventions, ça a été la solution qui nous a été proposée là, pour temporairement terminer les suivis de grossesse qu'on aurait débuté au 31 mars. Là, mais c'était par ailleurs pas une solution permanente. Avez-vous eu d'autres offres là, de la part de l'hôpital ou L'hôpital nous a dit qu'on pouvait faire ça de façon temporaire, puis qu'on pouvait voir nos patients dans les locaux qu'on a actuellement, puis qu'on pourrait voir si c'est possible d'aller dans les locaux du CHUL pour faire des cliniques de grossesse, puis des cliniques de gynéco. Fait que les locaux du CHUL étant déjà occupés par les gynécologues du CHUL premièrement. Puis on revient à la case départ, donc on ramène toute la clientèle en Haute-Ville, c'est pas... Exactement, c'est pas tout à fait approprié avec l'objectif visé, là. Puis par ailleurs, pour une patiente, c'est déjà un peu... les patientes qui aiment ça avoir un sentiment d'attache à leur médecin, mais aussi à leur centre, probablement pour les vôtres aussi. Là. Il y a beaucoup de patients qui ont un hôpital puis qui aiment ça aller là. Les patientes qui vont se trouver aller là pour venir nous voir pour leur rendez-vous, ben après ça, ils vont consulter à l'urgence obstétricale là, sauf que c'est pas leur équipe médicale qui est là pour couvrir la garde. Là. Nous, on est à Saint-François, puis est-ce qu'ils vont aller accoucher là parce qu'ils sont mêlés? Est-ce qu'ils ont des échographies des fois à Saint-François, des fois au CHUL? C'est pas une gestion tellement centrée sur le patient. Puis dis-moi, si on à la base, là, pourquoi fermez-vous cette clinique-là? Donc, pour bien l'expliquer, vous l'avez expliqué dans le communiqué de presse en partie, mais... Oui, on a effleuré le sujet, on voulait pas... Mais dans le fond, le financement des cabinets qui sont hors établissement, pour les spécialistes, on n'a pas des subventions comme les médecins de famille là, qui ont, avec un certain lot de patients, vont avoir des subventions. Nous, c'est strictement, quand on facture un acte, il y a 30% de la valeur de l'acte qui est majoré quand on est en cabinet hors établissement, puis c'est ce montant-là qui est supposé servir pour payer les frais associés. En suivi de grossesse... Pour que ce soit bien clair, tous les frais associés, là, location, tous les frais associés. Salaire d'infirmière, secrétariat, photocopieur, ménage, assurance. Au complet. Okay. Au complet. Fait que pour un suivi de grossesse, ce montant-là, c'est 6 $ par visite. Parce que la visite de suivi de grossesse est très peu rémunérée par ailleurs. Et ceci dit, le 30%, on le sait depuis plusieurs années que c'est insuffisant. Là. Il y a des études qui ont été faites qui ont démontré qu'il faudrait que ça soit plus élevé que ça pour que les gens, avec l'évolution des coûts, parce que ce montant-là n'a pas été majoré ou modifié là, depuis environ 15 ans par le gouvernement. Fait qu'avec l'évolution des coûts, l'évolution du coût de la vie, tout ça, on sait que c'est pas suffisant. Fait que ça fait plusieurs années qu'on s'en vient vers ça avec des cabinets hors établissement qui font leur calcul, puis bon, on aime notre clientèle, on ne veut pas les abandonner, puis on est, contrairement, on est là pour nos patients, là, fait que c'est une vocation, mais on en vient à un point où on est juste, c'est pas rentable en ce moment. Moi, je travaille à peu près une journée par semaine à la clinique parce que les autres jours, j'ai des activités obligatoires à l'hôpital. Les gens, des fois, savent peu que nous, on fait les échographies obstétricales, on fait la salle d'opération, la gynécologie, les hystérectomies, on fait la garde en obstétrique. Fait qu'on est 24 heures sur 24 à l'hôpital pour justement s'il y a des urgences, pour les patients qui accouchent. On fait de la colposcopie, c'est du dépistage de lésions précancéreuses ou cancéreuses. Et on fait de l'hystéroscopie, un peu comme de la colonoscopie, mais pour l'utérus. Fait que c'est beaucoup d'autres activités qu'on doit faire, ce qui fait en sorte que je peux pas être plus souvent que ça à la clinique pour faire mes rendez-vous puis mes consultations. Ça représente à peu près 20% de mes activités. Puis cette journée-là où je la travaille en ce moment, ben, tout ce qui rentre, pas juste le 30% supplémentaire, même ce qu'on me paye pour l'acte, est entièrement dédié à payer les frais de ma clinique. Puis probablement que si je calcule mes impôts, ben, je suis déficitaire là-dedans.
Puis ça, c'est dans un contexte où en ce moment, on a un bain qui nous coûte pas cher parce que ça fait 22 ans qu'on est là puis que ça va très bien dans les galeries, mais c'est pas une possibilité qui est viable à long terme parce que Trudel font leur projet de développement qui est super, puis ont été super accommodants pour nous offrir des locaux dans le nouveau développement avec des super bonnes conditions. Mais c'est sûr qu'un nouveau local, ça coûte un peu plus cher qu'un local qui est sur le bord d'être détruit. Là. Puis on était déjà déficitaire là-dedans. Fait que des locaux, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on n'est pas dans un contexte où on peut les financer puis le faire de façon adéquate pour voir nos patients. Est-ce que je crois comprendre que si vous aviez basé votre conduite uniquement sur un raisonnement d'affaires, ça fait longtemps que ça aurait fermé? Parce que là, vous payez pour travailler, finalement, cette journée-là. Exactement. Okay. Exactement. Ça fait très longtemps qu'on aurait fermé. De combien là, on a été précipité par... je dirais probablement dans le coin de 2017-2018 que ça a tourné. Là. On est devenu déficitaire. Ça a été bien empiré 2019-2020, l'augmentation des coûts. Si ce n'était pas déjà fait, c'est sûr qu'à ce moment-là, on l'est devenu. Là, on se trouve à être précipité dans cette décision-là de par la fin de notre bail. Mais c'est... Mais là, pour que les gens comprennent bien, là, parce que c'est un effet immédiat. Là. Tu disais, vous suivez 1200 grossesses 1500 à 1800. Et là, il n'y a plus de suivi. Actuellement, il se passe quoi, là? Aujourd'hui, demain, là, il y a une patiente qui appelle à la clinique pour dire « Moi, je suis enceinte. » Il se passe quoi? Les patientes qui ont des conditions, des grossesses à risque, c'est sûr que ça continue de faire partie de notre mandat. C'est pas exactement clair comment on va être capable de continuer ça parce que l'hôpital m'a dit que j'avais pas le droit d'augmenter mon débit à l'hôpital, mais bref, on va s'organiser pour que ça fonctionne. Fait qu'il faut qu'ils obtiennent une demande de consultation d'un médecin pour qu'on puisse le prendre en charge à titre de grossesse à risque. Puis ça représente peut-être là, environ 40%, peut-être 600 grossesses sur les 1500. Puis les autres grossesses, à ce moment-là, il va falloir qu'ils essaient de trouver soit un médecin de famille ou une sage-femme pour les suivre. On sait que la maison de naissance est déjà dépassée. Ils ont une liste d'attente en continu pour leur suivi. Puis les omnipraticiens, dans la ville de Québec, sont déjà débordés. Dans les dernières années, c'était rendu de plus en plus difficile de trouver des suivis de grossesse pour les patientes. Fait qu'on s'attend à ce que ce soit un petit peu catastrophique pour la patientèle. On est en communication avec eux pour essayer d'améliorer ça, mais on a un peu les mains liées à ce moment. Puis là, tu parlais de l'option d'aller au Cerceau. Donc, pour les gens qui connaissent moins la région de Québec, là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en Haute-Ville, proche d'un des sites du CHU de Québec. On est probablement à 5, 6, 7 kilomètres, d'après moi, là, de votre clinique actuellement. Là. Donc, puis qu'est-ce qui fait, encore une fois, pour les gens qui connaissent un peu plus le réseau de Québec, Saint-François-d'Assise, c'est quand même un vaste hôpital. Comment expliques-tu le fait qu'il n'y ait pas de place pour vous à Saint-François-d'Assise? Je me l'explique mal. Okay. Je me l'explique très mal quand on... oui, les locaux sont occupés, mais après ça, il y a sur notre étage, là, à peu près le tiers des locaux qui sont occupés soit par des gestionnaires, la photographie médicale, des bureaux qu'on pourrait facilement récupérer là, pour faire la consultation. Mais là, ils me disent qu'ils n'ont pas de place pour mettre ces gens-là. Mais là, peut-être que c'est plus ces gens-là qui ne devraient pas être dans les hôpitaux plutôt que les médecins pour voir les patientes. Là. Je pense que c'est un débat qu'il faut... une question, en tout cas, sérieuse qu'il faut se poser. Là. Puis, tu sais, après ça... c'est vraiment triste, là, mais Saint-François, la dernière fois qu'on a eu besoin de quelque chose, c'est une lampe en salle de césarienne. Une salle de césarienne, c'est une salle d'opération au même titre que toutes les autres salles d'opération qui ont une norme minimale là, établie par le gouvernement. On a besoin des lampes avec un éclairage adéquat. Puis une lampe brisée, on s'est fait répondre qu'avec les coupures de Santé Québec, ça ne serait pas remplacé. Il a fallu qu'on se batte, qu'on sorte justement dans les médias pour que quelqu'un dise « Ah, ouais, dans le fond, ça n'a peut-être pas de bon sens notre décision » puis qu'il nous change nos lampes. Mais je pense que c'est le seul investissement significatif qui a été fait à Saint-François depuis les 30 dernières années. On a un bain fonctionnel 60% du temps pour les femmes qui accouchent. Là. L'autre bain est condamné tout simplement, il ne rénove pas, il ne cherche pas à le réparer. Il y en a 5 à la maison de naissance pour 300 accouchements annuellement. T'sais. Le CME a été construit en 2004 et il a déjà été rénové par l'intérieur pour améliorer, pour avoir des meilleurs locaux, pour augmenter le débit. Puis nous, malheureusement, on ne semble pas être une priorité de la direction de toute évidence.
Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Le CME, on parle du centre mère-enfant là, auquel tu as fait référence tout à l'heure, qui est au CHUL, donc sur Boulevard-Laurier. Là. C'est la complexité des soins dans la région de Québec. Mais en fait, moi, je pense que ce que tu dis là, ça reflète un peu les enjeux liés à la trop grande centralisation du réseau. Là, pour que les gens voient bien la complexité et la lourdeur liée à cette centralisation-là. J'ai appris récemment que j'ai quelqu'un près de moi qui est dans l'organisation d'événements médicaux, là, conférences ou autres, qui a loué l'amphithéâtre du CHUM à Montréal. Je pense que c'est l'amphithéâtre Pierre-Carl Pellado, mais à vérifier. Mais le contrat de location de l'amphithéâtre du CHUM était signé par Santé Québec. Peux-tu imaginer c'est compliqué. la lourdeur de dire... Et pour parler encore une fois de la lourdeur, tu parlais de colposcopie tout à l'heure, puis pour donner un exemple là, de la lourdeur actuellement, parce qu'on essaie d'expliquer ça, des fois les gens ne comprennent pas. Je vais encore une fois prendre 2 minutes, raconter une histoire quand j'étais à Drummondville, début des années 2000. J'avais un collègue extrêmement visionnaire, Dr. Steve Miller, qui dit à l'époque, il dit « Les gars, ça nous prend une salle de chirurgie laparoscopique. » Et ça commençait, là, les salles avec les écrans. C'était embryonnaire, disons, au point de vue de l'intégration informatique, mais quand même, c'était le concept là, d'avoir une salle plus ergonomique. Alors, Steve va frapper à la porte du bureau du directeur général, littéralement, là, qui était de l'autre bord de la porte du bloc de mémoire, puis il dit « Monsieur Levasseur, ça nous prend une salle de chirurgie laparoscopique. » Monsieur Levasseur dit « Dr. Miller, c'est une excellente idée, ça, suis-moi. » Traverse, cogne à la porte de la fondation, parle aux gens de la fondation, dit « Écoutez, ça nous prend une salle de chirurgie laparoscopique. Le Dr. Miller va vous expliquer ça. Écoute, moi, 2 semaines plus tard, ça a coûté 150 000 à l'époque. 2 semaines environ. 2 semaines plus tard, je me retrouve, moi, en train de donner une espèce de petite formation bénévole de la fondation pour leur expliquer c'est quoi la chirurgie laparoscopique pour qu'eux se mettent sur le téléphone, sollicitent les donateurs. Puis écoute, 1 mois plus tard, on avait l'argent. 1 an après, la salle était construite, 1 an et demi. Donc, on avance de 20 ans. J'ai un collègue qui est arrivé récemment à Québec, qui est formé pour faire de l'anuscopie à haute résolution, donc l'équivalent de ce dont tu parlais tout à l'heure, de la colposcopie, mais pour les régions, la région anale, donc même facteur de risque, si on veut, là, en gros. Là. Puis, l'appareil coûte 70 000 environ. Là, la demande est dans le système depuis 5 ans. C'est donc... hein? J'ai pas de doute. Mais nous, on dit ça, on en rit, mais moi, je trouve que c'est d'une tristesse incroyable. C'est épouvantable. Écoute. Notre flotte de colposcopes, justement, au CHU est dépassée. Là, puis on avait commencé un appel d'intérêt pour faire venir les compagnies, essayer de voir les nouveaux modèles pour essayer de sélectionner avant de faire un appel d'offres. Quand je suis arrivée de fellow en 2022, puis on a encore nos vieux colposcopes. Il n'y a même pas encore d'appel d'offres qui a été lancé pour ça. C'est ça. L'enjeu de l'endoscopie pour nous en gynéco, là, on fait des hystéroscopies dans une petite salle dans laquelle on fait aussi de la colposcopie, puis c'est la seule salle qu'on a. Fait que quand on fait de l'hystéro, on n'a plus de disponibilité pour la colpo, sauf l'autre salle à côté. Mais bref, tout notre matériel est entassé dans un coin. On dirait qu'on est dans un garde-robe. Les patients rentrent là-dedans, ils sont déjà stressés de venir nous voir. Il n'y a personne qui aime ça avoir un examen gynécologique, surtout quand on sait qu'on va avoir des prélèvements et ça fait mal. Puis là, on les rentre là-dedans. Il n'y a rien pour les mettre en confiance. Avec des étriers qu'on n'est pas capable d'enlever sur la table, ils ont été soudés là par quelqu'un qui pensait que c'était une bonne idée. Je ne sais pas si les gens savent comme c'est pas ergonomique une table de gynéco, mais le but des étriers, c'est qu'ils puissent se déplacer pour accommoder les hanches des patientes. Fait que ça, c'est
c'est problématique. Puis, ben là, on fait des hystéroscopies, comme on parlait, des colonoscopies dans cette salle-là, sans narcose. Fait qu'on n'est pas capable de donner de la médication à nos patientes pour qu'elles soient soulagées de la douleur pendant notre examen parce qu'on n'a pas de salle de réveil adéquate. Puis ça fait plus de 2 ans qu'on a proposé au CHU là, une espèce d'effet domino là, avec les locaux, justement, sans sortir personne, mais pour déplacer des gens, pour essayer de placer cette salle-là à un endroit où on pourrait avoir une salle de recouvrement qui nous permettrait de faire ça. Le projet n'avance pas. On nous dit que la ventilation n'est pas adéquate dans certains endroits de l'hôpital. Mais il y a d'autres activités qui sont permises parce qu'ils le font depuis tellement longtemps qu'ils ont un droit acquis. Je vois mal comment le concept de droit acquis s'applique à la sécurité si on parle de ventilation. Là. Mais bref, fait que ce projet-là, depuis 2 ans, fonctionne pas. Fait que pour l'instant, depuis quelques mois, parce qu'on avait trop de patientes en attente, ils ont ouvert une salle d'opération au bloc opératoire où on fait ça nous-mêmes avec notre personnel. On n'utilise pas le personnel du bloc opératoire. Mais là, avec la réouverture des blocs, ben, on craint qu'on va perdre cette salle-là et qu'on va perdre l'accès là, à ça pour nos patients. À l'ère où tout le monde, je veux dire, la violence obstétricale, la violence gynécologique, on en entend parler. Je me plais à dire qu'on fait de notre mieux, qu'on est tous humains, puis qu'on est très empathique, puis qu'on a une super belle équipe à Saint-François. Je pense vraiment qu'on fait presque des miracles avec les conditions qu'on a. Mm-hmm. Mais après ça, c'est moi, là, dans la salle, qui me retrouve à être obligée de justifier à la patiente, non, je peux pas vous donner de médication pour ça, madame. C'est quand même incroyable. Je connais pas grand monde qui subirait une colonoscopie sans sédation. Non, mais ce serait impossible, ça n'existerait pas. Là. Mais c'est drôle parce que... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est triste, mais pendant que tu me parles de tout ça, puis là, ce qui est très en vogue, c'est l'hospitalisation à domicile, puis la chirurgie d'un jour pour des chirurgies relativement complexes. Là, ça fait longtemps que les médecins participent à cet effort-là. Donc, des hystérectomies en chirurgie d'un jour. De mon côté, c'est des résections intestinales, des fermetures d'iliostomie. Puis, tu sais, je me demande jusqu'à quel point on dirait que ça germe dans l'esprit des gestionnaires d'imaginer un hôpital, pas de patients. Ça fait drôle. Ambulatoire. Mais tu sais, où on aurait finalement un hôpital où à l'intérieur, il y a le but, ce serait d'avoir le moins de patients possible. Mais ça, c'est remplacé par des gestionnaires. Là. Les gens pourront faire des recherches. Depuis 2020, le nombre de cadres dans le réseau de la santé est passé de 9 000 à 13 000 environ. Là. C'est 50% d'augmentation du nombre de gestionnaires dans le réseau de la santé. Puis ça ira pas en s'améliorant, là, parce que il y a des règles de gestion. Là, les gens savent bien qu'un gestionnaire ne va jamais mettre en place une réforme qui met en danger sa propre position. Là. Tu ne verras pas un gestionnaire aller voir son supérieur et dire « Écoute, Martin, là, j'y ai pensé, là, je travaille 50% de mon temps. Là. Le reste du temps, j'ai pas grand-chose à faire. » Puis j'ai regardé le gars dans le bureau à côté de moi, il est à peu près pareil. Là, fait que ce que je te propose, c'est congédie un de nous deux. Là, puis tu vas sauver de l'argent. Une personne, ça serait assez. Non, c'est ça. Bref, écoute. Cette augmentation de 50%-là, c'est pas traduit par une augmentation de l'accès aux soins. Là, on peut encore se passer. Pas vraiment. Mais que fais-tu? Le premier ministre s'est engagé, je pense, personnellement, là, à trouver une solution. Il s'est engagé à trouver des locaux, là, c'est ça qui me fait peur. Parce que, comme je disais tantôt, des locaux, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que les conditions dans lesquelles on doit les exploiter, ça fonctionne pas. Fait que s'il s'engage à trouver des locaux avec un financement adéquat, ça va nous faire plaisir de continuer. Ça fait 1 an et demi que je discute avec le CHU, avec le DSP, là, qui se trouve être notre boss, mais donc le représentant du CHU pour les médecins, pour essayer de lui expliquer tous ces chiffres-là. J'ai fourni notre volumétrie de rendez-vous, tout ça, pour dire, écoute, on ne peut pas abandonner ces patientes-là, on ne peut pas cesser ce qu'on fait non plus. C'est un service nécessaire pour la population. L'obstétrique gynéco, c'est une des spécialités de base, comme la chirurgie et l'anesthésie. Fait qu'il faut qu'on continue. Fait que j'ai demandé, donnez-moi du financement selon l'article 108 de la L4S, là, qui est auparavant, là, maintenant, dans la nouvelle loi, je ne sais pas exactement c'est quel article, mais qui permet aux établissements, quand ils ne sont pas capables de donner un service au sein de leurs propres locaux, de financer justement une clinique à l'extérieur. Il y a des gynécologues dans la province qui ont réussi à obtenir ça, à ma connaissance, une clinique, mais même le CHU a fait une entente comme ça avec les allergologues pour leur clinique pour la désensibilisation orale, puis moi, ils me disent non. Et que c'est par dépit que cette solution-là ne fonctionne pas, parce que, tu sais, on est satisfait avec notre clinique, puis notre clientèle, puis notre personnel, on ne demandait pas des locaux nécessairement, là. Mais si ça, c'est pas possible, là, j'ai demandé les locaux au CHU, puis ça non plus, ça nous a été dit non, tu sais. Puis la particularité dans notre milieu, c'est qu'on est 53 gynécologues au CHU de Québec, là. On est 13 à être à l'extérieur, là.
Fait que le CHU est d'accord que 40 gynécologues fassent leurs activités au sein du CHU, mais pas les 13 de Saint-François. Il y a une inéquité assez flagrante. C'est ça. Mais la particularité, là, encore une fois, c'est que même si le premier ministre s'engage à vous trouver des locaux, dans les faits, ça ne relève pas de lui, là. Ça relèverait de Santé Québec, d'après ma compréhension. Donc, puis lui, normalement, il n'est pas supposé par la Santé Québec donner des ordres. Puis l'autre chose, à ma connaissance, c'est qu'il y a eu un moratoire ou un gel des dépenses des établissements. Là, malgré tout ce qu'on entend, les établissements se sont fait geler leur budget de fonctionnement, ce qui expliquerait, d'après moi, en partie le fait qu'il n'y a pas d'ouverture de la part de l'hôpital. D'après moi, ils sont coincés un peu là, au niveau budgétaire, là, je ne sais pas. Effectivement, mais à ma connaissance, ils n'ont pas porté la demande à Santé Québec non plus, qui, eux, auraient été autorisés, mettons, à nous donner du financement. Mais là, à ma connaissance, je vais m'en tenir là. Mais tu sais, effectivement, M. Legault n'est pas supposé s'en mêler. Puis suite à son annonce, M. Dubé a dit on défère à Santé Québec, ça va être à eux de s'en occuper. Puis Santé Québec a répondu on réfère au CHU, ça va être à eux de s'en occuper. Alors j'attends des nouvelles du CHU, mais j'en ai pas. Mais là, dans les médias, mettons, ça veut dire qu'il se passe rien là, dans le moment. Là. C'est comme. Non, il se passe ce qu'on est capable de faire, puis on est en train d'essayer de se réorganiser parce qu'on constate la fatalité devant laquelle on se trouve, qu'on va fermer la clinique, puis on essaie de voir comment on va s'organiser avec les 4 locaux qu'on a à Saint-François. Là. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille très, très fort en ce moment pour essayer de ne pas pénaliser les patientes. Mais... Parce que la particularité de l'obstétrique aussi, contrairement, disons, mettons qu'on a un problème pour l'accès au remplacement articulaire, là, tu sais. On peut juste arrêter de faire des prothèses pendant 3 mois, puis dans l'attente d'une solution. Mais les grossesses, c'est une roue qui tourne. C'est ça, exactement. C'est une fausse... c'est une espèce je pense pas qu'il y a des femmes qui vont... par... c'est ça, il n'y a pas de femmes qui vont, entre guillemets, s'empêcher de tomber enceinte parce qu'il y a une crise au niveau de l'accès... Non, puis tu sais, là, on parle de nous, notre clinique à Québec, mais il y en a d'autres cliniques à Montréal qui ont cessé de faire du suivi de grossesse normale parce que, à cause de cette même situation-là, ou qui ont fermé leur clinique parce que c'est cette portion-là qui est la plus, qui demande le plus de temps puis qui est la moins rentable dans notre pratique, là. Mais, ou qui ont fermé leur clinique puis qui ont réintégré les locaux des hôpitaux pour ne pas nommer le CHUM. Fait que c'est pas juste nous à Québec qui vivons cette crise-là. Il y a beaucoup de cabinets d'établissement qui sont précaires, pas juste dans notre spécialité non plus, là, mais je connais mieux la mienne, bien sûr. Fait que dans d'autres régions, puis là, c'est sûr que pour ne pas en parler, mais cette situation-là qui était très, très précaire actuellement avec plusieurs personnes qui avaient la même réflexion que nous, puis ça s'en venait, avec le projet de loi 2, si on se fait couper en plus les suppléments de consultation, tout ça, c'est certain qu'il va y avoir d'autres fermetures de cliniques, puis malheureusement, c'est les plus précaires qui vont partir en premier. Puis nous, on sait déjà que notre équipe au Québec est précaire, fait que ça va être très problématique. Puis là, je vous rappelle qu'on fait 63% des accouchements. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Est-ce que je me trompe en disant que même pour l'organisation du travail, ça serait quand même plus logique que vous soyez à l'hôpital
que dans un cabinet, la proximité avec les collègues, les urgences, parfois l'aide en salle d'opération. On peut imaginer 56 raisons. On essaie de faire la même chose, nous, à Saint-François-d'Assise, essayer de concentrer nos activités. C'est beaucoup plus plaisant et sécuritaire et sécurisant quand moi, je suis en train d'opérer. Je sais que j'ai un collègue à la clinique externe et un en endoscopie s'il y a quelque chose, plutôt que se dire que finalement, il y en a un qui est en endoscopie, mais à l'autre bout de la ville. Effectivement, surtout, c'est ça, pour des spécialités comme les nôtres. Là, on a, avec un obstétricien de garde pour 3500 accouchements par année, normalement, c'est reconnu qu'il faut qu'il y en ait un deuxième de garde disponible. Normalement, c'est notre personne qui est au bloc opératoire pendant la journée. Maintenant, en plus, notre personne au bloc opératoire est souvent appelée à aller opérer au CHUL, fait qu'on peut pas compter sur elle non plus. On n'a pas accès à sa salle non plus pour nos urgences, fait que ça complexifie beaucoup notre organisation du travail. Puis c'est ça, nos autres collègues, justement, quand ils sont en écho, quand ils sont quelque chose, d'en avoir plus qu'un dans l'hôpital, c'est sûr que c'est aidant. Là, par ailleurs, après ça, pour organiser des horaires puis être plus efficient, puis pour mieux utiliser les locaux, d'être au même endroit, parce que c'est pas vrai que c'est très pratique de commencer à aller faire une demi-journée en quelque part quand il y a un trou pour l'utiliser. Si on est, même si c'est juste 15 minutes de l'hôpital, 15 minutes changer d'endroit, ça implique des retards, pas de dîner. On est habitué de pas manger, mais en même temps, c'est pas une qualité de vie très agréable pour nous, puis pour nos patients non plus, qui sont, en ce moment, on se trouve à probablement référer à peu près 50 à 70% de nos patients de la clinique à l'hôpital pour un second rendez-vous parce qu'on n'a pas les plateaux techniques à la clinique pour faire ce qu'on a à faire. 90% des patients qui viennent pour un rendez-vous en gynécologie vont devoir avoir un examen gynécologique. Là. Fait que déjà, de base, se changer une table d'examen, probablement des prélèvements, tout ça, ce qui n'est pas le cas pour toutes les spécialités. Puis après ça, elle a quelque chose sur la vulve, elle a besoin d'une biopsie de ci, une biopsie de ça, elle a besoin, là, tout ça, c'est des choses qu'on n'est pas équipé nécessairement à la clinique pour le faire parce qu'on n'a pas de quoi geler adéquatement les patientes, contrôler les saignements si jamais il y avait des saignements. Fait qu'on se retrouve à référer ces patientes-là. Fait qu'en plus, ça engorge le système d'autant plus de doubler, tripler des rendez-vous pour les patientes, alors que si on était dans un contexte adéquat, on serait capable de régler ça en une seule visite. Avez-vous eu des commentaires négatifs suite à l'annonce de la semaine dernière, soit de la part de l'administration ou des patients ou autres, de dire, le classique au salaire que vous faites, vous pourriez payer vos locaux, ou quoi que ce soit de cette nature-là? Ou, Je sais pas s'il y a des gens qui le disent, ils me le disent pas à moi, là. Ils ont compris que je n'étais pas la bonne personne, mais non, majoritairement, les commentaires qu'on reçoit, c'est, je peux pas croire que vous êtes dans cette situation-là, c'est épouvantable que pour les patientes, et malgré tous les efforts que vous faites, que vous en soyez rendus là, ça a été... Après ça, j'ai pas eu de nouvelles du CHU, fait qu'on s'en reparle quand j'en aurai, ça sera peut-être moins agréable. Quand même. Tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, Vanessa, on ne peut pas s'empêcher de faire certains liens avec le contexte politique là, dans lequel on est. Là. Bon, on est vraiment en crise là, pour les gens qui écoutent le balado à retardement. Là, donc, on est au début novembre 2025. Là, il y a vraiment une crise entre les fédérations médicales et le gouvernement là, pour... le projet de loi 2 et le renouvellement des ententes collectives. Tu fais-tu des liens avec ça, finalement? Est-ce que ça me semble tout imbriqué un peu, là? Je sais pas où. Ça me semble tout imbriqué, puis motivé, selon les dires du gouvernement, par un désir d'augmenter l'accès, mais tout ce qu'on voit comme impact, c'est que ça va diminuer l'accès. D'être inscrit au nom d'un médecin, s'il voit 30 patients, 30% de patients de plus, il ne sera pas capable d'avoir le temps de les voir. Là. Fait que d'avoir un nom attitré, c'est comme les groupes de médecine familiale en ce moment, les patients ils ont un nom attitré, ils ne savent pas, puis ils ne sont pas plus capables d'avoir de rendez-vous. Je pense que c'est purement illusoire. Là. Mais la crise, effectivement, elle est grande pour notre profession en ce moment. Oui, par les coupures, puis l'espèce de réforme qui veut être instaurée, qui, tant qu'à moi, est pensée par des gens qui ne savent pas ce qu'on fait. De toute évidence, un radio-oncologue, ça ne lit pas des scans, puis un chirurgien, un cardiologue, ça ne fait pas des opérations. Là. Fait que je pense que ça témoigne bien de l'incompréhension. Mais après, c'est une atteinte tellement grave à nos libertés individuelles, puis de passer cette loi-là sur le baillon, c'est inquiétant pour notre démocratie. Là. Ça, c'est peut-être plus l'avocate en moi qui parle. Mais moi, j'ai mal pour mon Québec. Écoute, j'ai envie de te demander, comme avocate, justement, j'imagine que tu l'as lu, le projet de loi, comme tout le monde, là, la portion d'atteinte
au droit d'association, aux libertés individuelles. Donc, si tu changes de chapeau, là, tu vois ça comment? Là? Penses-tu que ça va survivre à l'examen d'un tribunal? Ou, J'ose espérer que non. Là. C'est sûr qu'obtenir un sursis, c'est difficile. Après ça, au fond, je vois pas, il y a des portions de loi qui vont survivre, c'est sûr, c'est pas tout catastrophique, c'est 113 pages, là. Mais ces atteintes-là, il va y avoir un bon débat sur les droits associatifs, là, dans la mesure où on est un groupe de travailleurs particuliers, effectivement, à rendre des services nécessaires à la population, essentiels, là, puis on n'a pas un lien direct d'employeur. Par contre, j'ai été bien intéressée d'entendre le ministre Dubé lui-même dire maintenant il était l'employeur unique du système de santé. Fait que ça veut-tu dire qu'on est rendu des salariés puis qu'on a accès aux droits des salariés? Ça, c'est un débat qui va être intéressant juridiquement. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Quand même. Et t'es-tu penché sur l'autre... les gens ont peut-être moins porté attention. Il y a quand même certains articles au niveau déontologique où la loi crée d'emblée des fautes de nature déontologique puis vient finalement impliquer un peu par la bande le Collège des médecins. Ça m'a comme surpris un peu, ça, parce que d'habitude, ça relève techniquement d'un conseil de discipline. Il faut modifier le code de déontologie. Je sais pas, est-ce que... Moi, ça m'accrochait un peu aussi. Effectivement. Puis, c'est le Code des professions qui crée les codes de déontologie de chacune des professions. Et puis, à ma connaissance, cette loi-là n'est pas supralégislative, là, contrairement à son projet de constitution dont on pourrait se parler aussi, qui est très inquiétant aussi pour l'avenir du Québec. Mais donc, je vois mal comment ils peuvent aller faire ça. Puis, d'ailleurs, on a vu le Collège des médecins qui est habituellement assez sévère à l'égard des médecins, qui fait son rôle de protection du citoyen. Tout à fait. C'est parfait, mais qui s'est prononcé contre la loi en disant que ça n'avait pas de sens, c'est coercitif, c'est problématique à plusieurs égards. Les inspecteurs ont le droit en vertu de la loi. Tu sais, dans nos exceptions pour le secret professionnel, là, quand c'est prévu par la loi, on a le droit. Fait que là, mais l'enjeu, c'est que si un syndic qui vient à ma clinique, ce qu'il vient surveiller, c'est que j'ai bien servi le patient. Fait que il a le droit, s'il demande d'avoir accès à nos dossiers, il a le droit il y a un pouvoir d'enquête quand même assez large, il peut aller faire ça. Mais on se rappelle que c'est toujours dans l'intérêt du patient, puis que lui aussi, c'est un médecin. Les syndics, c'est tous des médecins qui, par ailleurs, sont tenus par... La loi va leur imposer, le secret professionnel aussi, mais l'intention derrière ça, c'est de la protection du public, fait que c'est louable. L'intention dans la nouvelle loi, avec son inspecteur qui va venir vérifier qu'il peut rentrer dans n'importe quel local où un médecin exerce, donc même sa maison, par exemple, pour aller faire une inspection, sans mandat. Puis ça va être un monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas nécessairement les médecins dans la loi, là. Puis le but de ça, c'est de surveiller le médecin dans sa productivité. Ça n'a aucune valeur en termes de qualité de l'acte ou en termes de service aux patients, là. Fait que c'est inquiétant. À suivre. J'aimerais être une petite mouche ou autre là, dans les rencontres du Conseil des ministres. Puis il doit y avoir énormément de pression là, sur le ministre de la Santé. Là, D'après moi, en tout cas, Lionel Carman se sent mieux en fin de semaine. Lui est soulagé, là, mais je vois difficilement une sortie de crise sans le départ du ministre de la Santé. Là. Il y a un bris de confiance complet. Elle a été nommée. De la part des fédérations. Fait que là, on était un peu coincés. Je sais pas, je pense que le premier ministre est dans une impasse, là, donc, qu'ils nous ont créé, selon moi. Là, mais...
Oui, c'est ça, ils font une petite psychose à deux peut-être, mais Ouais. c'est quand même le Collège royal canadien, le Collège de médecins de famille, les autres ordres professionnels. J'ai vu des sorties par des associations d'infirmières qui se prononcent pour dire, on est inquiet pour le Québec. Dans d'autres C'est ça. provinces aussi, je parle pas de Doug Ford, là, je parle des organismes justement qui contrôlent la profession médicale, qui disent c'est une dérive épouvantable qui est en train de se passer au Québec. Je me serais peut-être vois pas. attendu à ce que soit le barreau ou certains groupes d'intérêt en droit, là, des juristes, constitutionnalistes ou autres, eux sortent un peu là, puis disent, écoutez, là, un instant, là, il y a certains éléments de cette loi-là qui violent la Constitution. Là, je sais pas, ou la Charte Il y des en a droits. qui l'ont fait sur une base individuelle. J'ai vu quelques Mhm. avocats qui avaient commenté, qui avaient publié des articles. Après ça, je pense qu'ils savent qu'on va contester puis qu'ils vont lire, suivre ce débat judiciaire-là puis lire la décision quand elle sortira avec beaucoup d'intérêt. Là. Les avocats, normalement, par ailleurs, dans le code de déontologie, on ne devrait pas aller se chercher des clients dans la rue. Là. C'est pour ça qu'on n'a pas d'ambulance chasers, qu'on appelle au Québec. Là, notre code de déontologie nous empêche de faire ça, d'aller solliciter de la clientèle. Fait que de façon habituelle, c'est pas des gens qui vont être très publics sur s'ils ne sont pas sollicités directement. Mais je pense que toute la communauté juridique est très intéressée par cette question-là aussi, puis elle va suivre le débat, mais ils savent qu'on est très bien représenté, puis qu'il va se faire le débat aussi. Puis le silence, entre guillemets, du barreau, ça, on peut dire que c'est normal aussi dans le contexte. Là. On ne s'attendrait pas à ce qu'un organisme comme le barreau émette une quelconque réserve, parce que dans le fond, le collège a émis des réserves à certains moments. On se rappellera la crise avec Dr Godreau là, il y a quelques semaines. Là. Dans le fond, c'est un communiqué. On ne s'attendrait pas à ce que le barreau se prononce. Le barreau n'est pas, non, c'est pas dans leurs habitudes de se prononcer publiquement sur des choses comme ça. De cette nature-là. Écoute, ça fait un bon tour d'horizon, donc sujet quand même lourd ce matin, mais toujours une petite baguette magique. Là. On a terminé ça avec un sourire. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire quand je te demande qu'est-ce que tu changerais dans le réseau de la santé là, par magie aujourd'hui. Avec ma petite baguette magique. Avec ta baguette. La centralisation excessive, là, je pense que c'est la première chose que je changerais, effectivement. Puis on le voit à moindre échelle à Québec, que le CHU soit aussi gros, qui gère 5 hôpitaux, dans le fond, ça fait pas de sens, ça fonctionne pas. Fait que je sais pas pourquoi on reproduit ce modèle-là avec Santé Québec puis avec la centralisation de tout. Là, ça reste que on est là pour donner des soins aux patients, puis les patients sont au Québec, surtout avec notre territoire qui est très, très grand. Là, ils ont toutes des particularités différentes. On a toutes des questions d'accès différentes, des problèmes de santé différents. Et je vois pas comment une personne ici à Québec, sa colline, est capable de décider pour tout le monde. Donc, décentralisé. Puis, as-tu une rencontre de rêve si tu pouvais rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé? Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit qu'il aimerait rencontrer François Legault et Christian Dubé dans quelques années. Pour les psychanalyser, comprendre dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui en novembre 2025. Je pense que François Legault est dans le même état d'esprit qu'il l'était quand il était ministre, mais je pense que je répondrais Barack Obama à ce stade-ci. Quelqu'un qui a quand même passé à travers des crises, notamment en santé, qui l'a fait avec aplomb, mais professionnalisme et je serais intéressée, et qui a eu la chance de rencontrer d'autres phénomènes comme, pour ne pas le nommer, le président Trump et d'autres personnes difficiles à... Je pense qu'on aurait quand même beaucoup de choses à apprendre. Ben, en fait, c'est un excellent choix. Puis peut-être ce qui caractérise des personnes comme ça, c'est j'ai l'impression qu'il y a une certaine vision derrière ça, chose qui manque, selon moi, au Québec. Là, on est très dans le court terme, là, tu sais, on est très électoraliste. De l'électoralisme à outrance, là, de dire que l'objectif, c'est d'inscrire des patients d'ici 1 an parce qu'on s'en va en élection. C'est comme, OK, moi, c'est pas vraiment ce que j'aurais comme grande vision pour la santé au Québec. Comme je disais récemment, peut-être que si j'étais ministre de la Santé, je viserais peut-être à augmenter l'espérance de vie en bonne santé, peut-être de 5 ans d'ici 2040. Ça pourrait être un objectif. Là, un objectif louable. De là partirait peut-être une planification stratégique
et des objectifs autres. Puis finalement, comme je disais l'autre fois, peut-être qu'on se rendrait compte que pour atteindre cet objectif d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, c'est peut-être pas l'inscription auprès des médecins de famille qui est le plus rentable, c'est peut-être de faire du sport aux jeunes à l'école. Les programmes de prévention. Tu comprends? L'enseignement à l'école, les bonnes mais là, on n'est pas là du tout, mais bref, ça repose, semble-t-il, sur nos épaules. Donc, pour l'instant, on va porter ce fardeau. J'espère que les gens ont appris beaucoup de choses. Je te remercie énormément. Je souhaite bonne chance à toute l'équipe. Puis surtout, je pense, pour les patientes, là, c'est comme... ça prend une solution. Il y a une urgence qui dépasse peut-être à certains égards. Pour les patientes enceintes. Exactement. Puis, alors, à moyen long terme aussi. On va suivre le dossier. Merci. Merci à vous. Bye. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.